Les roues du chariot gémissaient sous son poids. Violet Bennett monta sur le siège du chariot de ravitaillement. Ses mains tremblaient en s'agrippant au bois usé. Elle savait qu'à chaque kilomètre vers l'ouest, elle s'éloignait de la vie qui s'était brisée autour d'elle comme du verre. Le soleil de l'Arizona brillait de mille feux dans la chaleur de juin 1882. Yuma était transformée en une fournaise de poussière et de désespoir. Elle accueillait l'anonymat que promettait ce paysage brutal. C'était un endroit où personne ne posait de questions et où peu de gens se souciaient des réponses. Elle avait payé le chef de convoi presque tout ce qu'elle possédait pour voyager vers l'ouest avec le convoi de ravitaillement. Il y avait 6 chariots chargés de marchandises destinés aux camps miniers et aux ranchs dispersés à travers le territoire. Elle avait l'intention de se fondre dans le paysage, ou comme la brume du matin qui se dissipe sous le soleil implacable. Les autres conducteurs lui jetèrent à peine un regard quand elle monta à bord. Ici, les hommes avaient appris à ne pas se mêler des affaires des autres. Surtout quand cette personne avait l'air si hagard et épuisée qu'elle devait le paraître après 3 semaines de voyage depuis le Missouri. Ses cheveux auburn tombaient en une simple tresse dans son dos, poussiéreux et terne. Sa robe en calicot était presque délavée sous l'assaut constant du soleil et de la poussière. Elle avait 22 ans et se sentait vieille, portant des secrets plus lourds que n'importe quelle cargaison de ses chariots. Personne ne lui adressa la parole ce premier jour sur la piste. Le chef de convoi, un homme grisonnant nommé Patterson, lui avait donné des instructions simples. Elle devait maintenir son attelage stable et suivre le chariot de devant. Puis il l'avait laissé à elle-même. Cela convenait parfaitement à Violet. Elle ne voulait ni conversation ni compagnie. Elle voulait disparaître dans cette étendue infinie de sages, de roches et d'armoises. Elle voulait devenir juste une autre âme anonyme errant à travers les territoires. Le convoi de ravitaillement se déplaçait lentement à travers le désert. Il suivait des pistes établies qui reliaient les colonies dispersées. Il voyageait tôt le matin et en fin d'après-midi. Il se reposait pendant les heures les plus chaudes de la mi-journée, à l'ombre qu'il pouvait trouver. Violet apprit rapidement le rythme. Elle était reconnaissante de l'épuisement physique que procurait la gestion de l'attelage de mules. Elle était reconnaissante de tout ce qui pouvait occuper son esprit et l'éloigner de souvenirs qu'elle ne supportait pas d'examiner. Le 3e jour du voyage, elle le remarqua. Il montait d'un cheval-pie avec des taches noires et blanches qui se détachaient sur les bruns et les beiges du paysage. Il ne faisait pas partie du convoi, mais il suivait leur route en parallèle. Parfois, il était visible sur une crête lointaine. D'autres fois, il apparaissait près de leur campement à la tombée de la nuit. Les autres conducteurs semblaient le connaître. Ils le saluaient de gestes décontractés et de brèves conversations. Violet ne pouvait rien entendre depuis sa position à l'arrière du convoi. Le 4e soir, Das Bassem, alors qu'elle détachait son attelage pour l'abreuver à un petit ruisseau, il s'approcha à pied, menant son cheval. Violet garda la tête baissée, se concentrant intensément sur les mules, espérant qu'il passerait sans remarquer sa présence. « Vous faites du bon travail avec cet attelage, dit-il. » Sa voix avait un accent chaleureux qui rappelait le Texas ou peut-être l'Oklahoma. « Ces mules peuvent être têtues, mais elles vous écoutent. » Violet ne leva pas les yeux. « Mais ce sont de bons animaux. »« Je m'appelle James Dalton, continua-t-il, nullement découragé par sa réponse froide. Je suis parfois éclaireur pour les convois de ravitaillement. Je m'assure que la route est dégagée. Je surveille ce convoi depuis que vous avez quitté Yuma. » Elle ne dit rien, espérant que le silence le ferait fuir. Au lieu de cela, elle l'entendit se rapprocher, ses bottes craquant sur le sol sablonneux. « Vous avez un nom ?» demanda-t-il. Il y avait quelque chose de doux dans son ton qui lui serra la gorge. « Ça ne vous regarde pas, répondit-elle, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est juste, dit James facilement. Mais je suppose que ce serait bien d'avoir quelque chose pour vous appeler, autre que la dame du chariot numéro 6. Malgré elle, Violet leva les yeux. Il était grand, bien plus d'1,80 m, avec une peau bronzée par le soleil et des cheveux sombres qui bouclaient légèrement sur son col. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant, vifs sur son visage hâlé. Ils avaient une franchise qui la mettait mal à l'aise. Il semblait avoir la vingtaine, mince et fort, comme les hommes qui passent leur vie à travailler en plein air. Ses vêtements étaient pratiques. Un pantalon en denim usé, une chemise bleue délavée, un gilet en cuir et un chapeau à large barde qu'il tenait à la main.
Violet, dit-elle finalement, le mot s'échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. Puis, mais parce qu'il semblait dangereux d'en dire autant, elle se détourna et s'occupa de vérifier les sabots des mules. Violet, répéta-t-il, comme pour tester le nom. C'est joli, ça vous va bien. Elle ne répondit pas, et après un moment, elle l'entendit s'éloigner. Quand elle leva enfin les yeux, il menait son cheval vers le camp principal où les autres conducteurs préparaient un feu pour le souper. Violet mangea seule ce soir-là, comme chaque soir depuis qu'elle avait rejoint le convoi. Elle fit un petit feu à l'écart du groupe principal et cuisina des haricots et des biscuits secs. Elle les arrosa d'eau tiède de sa gourde. Le désert se refroidissait rapidement une fois le soleil couché. Elle s'enveloppa dans une couverture, assise près des braises mourantes, et regarda les étoiles apparaître dans la vaste obscurité du ciel. Elle ne voulait pas penser à James Dalton, ni à ses yeux bienveillants, ni à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était réellement visible, ou réellement présente dans le monde. Elle avait travaillé si dur pour devenir invisible. De retour au Missouri, elle avait été quelqu'un. Violet Bennett, fille d'un marchand respecté, fiancée au fils d'un banquier local. Cette vie avait implosé 6 mois plus tôt, quand elle avait découvert la vraie nature de son fiancé. Quand elle avait appris que le sourire charmant qu'il montrait au monde cachait quelque chose de cruel et de violent. Quand elle avait essayé de rompre les fiançailles, sa famille avait pris son parti à lui. Ils insistaient sur le fait qu'elle était hystérique, que toutes les femmes devenaient nerveuses avant leur mariage. Quand elle leur avait montré les bleus qu'il lui avait laissés sur les bras lors d'une de leurs rencontres privées, ils l'avaient accusée de l'avoir provoquée. Alors elle était partie. Elle avait pris l'argent qu'elle avait économisé et s'était enfuie vers l'ouest. Elle mentait sur sa situation à quiconque posait des questions. Elle avait traversé une succession de villes jusqu'à atteindre Yuma. Elle avait pensé que le désert l'engloutirait, qu'elle pourrait enfin arrêter de fuir et simplement cesser d'exister de manière significative. Le travail sur le chariot de ravitaillement avait semblé parfait. C'était un moyen de rester en mouvement, de ne rester personne, de dériver à travers la nature sauvage sans attache ni attente. Mais James Dalton l'avait vue. Il lui avait parlé comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'être remarquée. Et cela la terrifiait plus que la chaleur du désert. Les pistes dangereuses ou la possibilité de raids Apache dont les autres conducteurs chuchotaient autour de leur feu de camp. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube et prépara son attelage, déterminée à rester aussi isolée qu'auparavant. Mais alors que les chariots roulaient sur le terrain sablonneux, elle aperçut James chevauchant devant. Quelque chose dans sa poitrine se tordit douloureusement. Elle reporta son attention sur les mules, sur l'horizon infini, sur tout sauf le cow-boy au cheval-pied. Ils voyagèrent pendant 8 jours sans incident. Le paysage changea progressivement. Le désert plat céda la place à des collines rocheuses parsemées de broussailles et de genévriers tordus. La chaleur restait oppressante, mais des brises occasionnelles apportaient un soulagement. Patterson annonça qu'ils atteindraient un poste de traite appelé Silver Creek dans 2 jours. Là, ils se reposeraient et se réapprovisionneraient avant de continuer vers le nord, vers les camps miniers. Violet resta à l'écart, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, évitant le camp principal chaque soir. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer James. Il était toujours à proximité, en éclaireur, vérifiant la piste, discutant des conditions avec Patterson. Et parfois, quand elle levait les yeux de son travail, elle le surprenait en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. De l'inquiétude mêlée de curiosité peut-être, ou quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas nommer. Le 9e soir, alors qu'elle installait son petit campement, James apparut de nouveau. Cette fois, il portait 2 tasses en fer blanc et une cafetière. « Je me suis dit que vous aimeriez peut-être boire quelque chose de chaud, » dit-il en s'asseyant sur un rocher à une distance respectueuse de son feu. Le café n'est pas terrible, mais il est chaud. Violet voulait refuser, le renvoyer avec des mots froids qui le feraient la laisser seule. Mais l'odeur du café était tentante, et quelque chose dans sa manière décontractée rendait difficile le maintien de ses barrières. « Merci, dit-elle doucement, en acceptant la tasse qu'il lui versait. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, buvant le café amer tandis que le désert se refroidissait autour d'eux. Violet attendit qu'il pose des questions, qu'il fouille dans son passé, qu'il exige des explications sur sa présence ici,
seul. Mais James resta simplement assis paisiblement, ses longues jambes étendues devant lui, regardant le coucher de soleil peindre les rochers de nuances d'orange et de violet. Finalement incapable de supporter l'attente, Violet parla. Pourquoi continuez-vous à m'approcher? James réfléchit à la question, ses yeux bleus pensifs. Parce que je vous vois faire de gros efforts pour disparaître, et je pense que c'est la chose la plus solitaire qu'une personne puisse faire. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Elle posa sa tasse de café, ses mains tremblantes. Peut-être que je veux être seul. Peut-être, acquiesça-t-il. Oui, ou peut-être que vous avez été blessé au point que la solitude vous semble plus sûre que de laisser quiconque s'approcher. Vous ne savez rien de moi, dit Violette, sa voix vive de colère défensive. Non, c'est vrai, dit James calmement. Mais je sais à quoi ressemble quelqu'un qui fuit quelque chose qui l'a profondément effrayé. Je l'ai déjà vu. Bon sang, j'ai été cette personne moi-même. Malgré sa détermination à rester fermée, Violet se sentit curieuse. De quoi fuyez-vous? James but une longue gorgée de café avant de répondre. La guerre, principalement. J'avais 16 ans quand j'ai rejoint la cavalerie confédérée en 1877. J'ai menti sur mon âge pour m'engager. Je pensais que ce serait glorieux. Je pensais que je serais un héros. Il secoua la tête, son expression lointaine. La guerre n'a rien de glorieux. C'est juste du sang, des morts, et essayez d'oublier ce que vous avez fait. Après la fin, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne pouvais pas faire face à la personne que j'étais avant, sachant ce que j'étais devenu. Alors j'ai dérivé vers l'ouest, j'ai travaillé sur des convois de bétail, je me suis engagé comme éclaireur. J'ai continué à bouger parce que s'arrêter signifiait penser. Qu'est-ce qui a changé? Demanda doucement Violette. J'ai rencontré un vieux vacher au Nouveau-Mexique. Il m'a dit que je pouvais continuer à fuir pour toujours, mais que je ne ferais que traîner mes fantômes derrière moi. Il a dit que je devais m'arrêter un jour et décider si j'allais laisser le passé me posséder ou si j'allais construire quelque chose de nouveau. James la regarda directement, ses yeux bleus fixés dans les siens. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais j'ai fini par comprendre que se cacher, ce n'est pas la même chose que guérir. Violette sentit des larmes lui piquer les yeux et les repoussa furieusement. « Je ne me cache pas. »« D'accord, » dit James, et il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste de l'acceptation. « Mais si vous le faisiez, ce ne serait pas grave. Et si jamais vous décidiez de vouloir arrêter, eh bien, je serais dans les parages. » Il se leva alors, ramassant la cafetière et sa tasse. « Merci d'avoir partagé votre feu, » dit-il en remettant son chapeau sur sa tête. « Dormez bien, Violet. » Il s'éloigna dans l'obscurité grandissante, la laissant seule avec ses pensées et un tourbillon confus d'émotions qu'elle ne voulait pas examiner. Cette nuit-là, enveloppée dans sa couverture sous les étoiles, Violet pleura pour la première fois depuis son départ du Missouri. Elle pleura pour la jeune fille qu'elle avait été, pour la confiance qui avait été brisée, pour la famille qui n'avait pas réussi à la protéger. Et elle pleura parce qu'un cow-boy aux yeux bleus avait vu à travers son invisibilité soigneusement construite. Et au lieu d'exiger quelque chose d'elle, il lui avait simplement offert sa compréhension. Le lendemain matin, elle se sentait à vif et exposée, comme une blessure qui avait été nettoyée, mais qui faisait encore mal. Elle prépara son attelage machinalement, accomplissant les gestes familiers, tandis que son esprit était en ébullition. Alors que les chariots roulaient, elle vit James chevaucher devant comme d'habitude, mais il ne la regarda pas, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Ils atteignirent Silver Creek tard l'après-midi suivant. Le poste de traite était un ensemble de bâtiments en bois brut regroupés autour d'une source fiable qui donnait son nom à l'endroit. Il y avait un magasin général, une petite écurie, un bâtiment qui servait à la fois de saloon et de pension, et une poignée d'autres structures en divers états de réparation. Après 10 jours sur la piste, même cet avant-poste modeste ressemblait à la civilisation. Patterson annonça qu'il se reposerait ici pendant 2 jours, permettant aux attelages de récupérer et donnant à chacun une chance de se réapprovisionner. Violet utilisa une partie de ses fonds décroissants pour acheter de la farine, de la viande séchée et des munitions pour le petit revolver qu'elle portait caché dans ses affaires. Elle évita le saloon où la plupart des conducteurs se rassemblaient. Elle trouva plutôt un endroit calme près de la source où elle pouvait laver ses vêtements et se baigner en toute intimité. Elle étendait son linge pour le faire sécher sur une corde tendue, entre 2 peupliers,
quand elle entendit des voix s'élever avec colère depuis la direction des bâtiments principaux. Violet hésita, puis se rapprocha, la curiosité l'emportant sur sa prudence habituelle. Un groupe d'hommes s'était rassemblé près de l'écurie. Butler reconnut la plupart des conducteurs de chariots et vit James se tenir en marge de la foule. Au centre, deux hommes se faisaient une face agressivement. L'un était un conducteur nommé Carson, un homme corpulent qu'il avait largement ignoré pendant le voyage. L'autre était un étranger, d'apparence mince et dangereuse, avec un ceinturon bas sur les hanches. « J'ai dit que le cheval est à moi, disait l'étranger, sa voix froide. Je l'ai acheté en bonne et due forme à Tucson. C'est mon cheval. Ah, insiste Carson, le visage rouge. On me l'a volé il y a 3 semaines. Je reconnais cette marque sur son flanc gauche. L'étranger sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son sourire. Vous me traitez de voleur? La tension monta immédiatement. Violet vit plusieurs hommes reculer, créant un espace. Elle savait ce qui allait arriver. Elle avait entendu des histoires sur la rapidité avec laquelle les désaccords devenaient mortels ici, où la loi était rare et où les hommes réglèrent leurs différends par les armes. Avant que la situation ne puisse dégénérer, James s'avança, se plaçant entre les deux hommes en colère. « Doucement maintenant, dit-il, sa voix calme mais pleine d'autorité. Personne n'a besoin de mourir pour un cheval. Restez en dehors de ça, Dalton, dit l'étranger. Ce ne sont pas vos affaires. Tout ce qui se passe à Silver Creek pendant que ce convoi est ici, ce sont mes affaires. Oui, répondit James d'un ton égal. Je suis éclaireur pour Patterson, et je ne vais pas laisser une fusillade gâcher cette halte alors qu'il y a une solution simple. Quelle solution? Demanda Carson. James se tourna vers lui. Vous avez dit que votre cheval a été volé il y a 3 semaines. Où? Dans une petite ville appelée Mineral Springs, et environ 50 miles au nord d'ici. Et le cheval avait une marque distinctive? Oui, une marque en forme de croix sur le flanc gauche. James se tourna vers l'étranger. Ça vous dérange si on vérifie votre cheval? Les yeux de l'homme se plissèrent, mais il était en infériorité numérique et semblait le reconnaître. Vérifiez tout ce que vous voulez. Je vous ai dit que je l'ai acheté légalement. Le groupe se déplaça vers l'écurie où le cheval contesté était attaché. Effectivement, l'animal portait une marque en forme de croix sur son flanc gauche. Mais quand James l'examina de près, passant ses doigts sur la marque, il se redressa et secoua la tête. « Cette marque est fraîche, dit-il. Peut-être 2 semaines, cicatrisée, mais assez récente pour le voir. Carson, quand votre cheval a-t-il été marqué? Il y a 5 ans, quand je l'ai acheté à un ranch en Californie. James regarda l'étranger. Alors, soit ce n'est pas le cheval de Carson, mais un cheval que quelqu'un a marqué pour lui ressembler. Soit quelqu'un a modifié la marque après l'avoir volé. Quoi qu'il en soit, vous devriez pouvoir montrer une preuve d'achat si vous l'avez acheté légalement. La main de l'étranger dériva vers son pistolet et Violet sentit son cœur battre la chamade. Mais Patterson s'avança, son propre fusil tenu nonchalamment mais prêt. « Je pense que vous feriez mieux de partir, » dit le chef de convoi doucement, « et de laisser le cheval. Si vous avez une preuve d'achat, vous pourrez revenir avec. Sinon, nous supposerons que vous avez obtenu cet animal de manière malhonnête. » Pendant un long moment, l'étranger resta figé, pesant ses options, puis il cracha dans la poussière et s'éloigna, sa main quittant son pistolet. « Gardez ce maudit cheval, marmonna-t-il. Il ne valait pas grand-chose de toute façon. » La tension se dissipa dans la foule alors que l'homme montait un autre cheval et quittait Silver Creek au galop. Carson frappa l'épaule de James, débordant de gratitude. Violet regarda James accepter les remerciements avec une modestie tranquille, détournant les louanges et suggérant à tout le monde de retourner à ses affaires. Alors que la foule se dispersait, Violet se retrouva à s'approcher de James sans en avoir consciemment décidé. Il vérifiait la selle de son cheval quand elle l'atteignit. « C'était bien joué, dit-elle doucement. » James leva les yeux, la surprise traversant son visage avant qu'il ne sourit. « Juste du bon sens. La plupart des hommes ici ne cherchent pas les ennuis s'ils peuvent les éviter. Il fallait juste donner à chacun un moyen de reculer sans perdre la face. » Pourtant, insista Violet, il a fallu du courage pour s'interposer entre eux. Cet homme aurait pu vous tirer dessus. Il aurait pu, acquiesça James, mais il ne l'a pas fait. La plupart des situations ne sont pas aussi dangereuses qu'elles le paraissent si vous gardez la tête froide et cherchez des solutions au lieu de vous battre. Il fit une pause, l'étudiant. Vous semblez plus sereine aujourd'hui. Vous avez bien dormi?
L'observation était douce, pas indiscrète, mais elle toucha les zones sensibles en elle. J'ai dormi, dit-elle, ce qui n'était pas tout à fait une réponse. Bien. James reporta son attention sur sa selle, il lui offrant une porte de sortie facile si elle voulait partir. Mais Verlet découvrit qu'elle ne voulait pas s'éloigner. Au lieu de cela, elle resta là à le regarder travailler, à l'aise dans le silence, d'une manière qu'elle n'aurait pas attendue. Finalement, James parla de nouveau. Il y a un repas décent à prendre au saloon ce soir. Un vrai ragoût de bœuf, pas des haricots de piste. Vous devriez vous joindre à nous. Le premier instinct de Violet fut de refuser, puis de se retirer dans son campement solitaire. Mais quelque chose en elle était fatigué de fuir, fatigué de se cacher, fatigué d'être invisible. Peut-être, s'entendit-elle d'air. Elle leva les yeux, et le sourire qui traversa son visage fut comme un lever de soleil, brillant et sincère. Bien, je vous garderai une place. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint le convoi, Violet entra dans le saloon et s'assit avec les autres conducteurs. Le bâtiment était rudimentaire, juste des planches de bois et un sol en terre battue, mais il était solide et la nourriture était chaude. James lui avait en effet gardé une place à l'une des longues étagères. Il s'était positionné entre elle et la plupart des autres hommes, lui offrant un espace tampon qui semblait protecteur sans être contrôlant. Le ragoût était délicieux, riche en bœuf et en légumes qui devaient coûter une fortune si loin de toute ferme. Violet mangea lentement, savourant chaque bouchée tandis que la conversation coulait autour d'elle. Les conducteurs racontaient des histoires, exagérant leurs aventures, rivalisant pour raconter la plus grosse histoire. Violet se détendit légèrement, souriant même à certaines des affirmations les plus extravagantes. James, remarqua-t-elle, ne participait pas au concours de contes. Il mangeait son repas et écoutait, ajoutant parfois un commentaire discret, mais observant surtout. Whittle appréciait son manque de grandiloquence, sa présence calme au milieu du groupe bruyant. Quand le repas se termina, certains hommes commandèrent du whisky et s'installèrent pour boire sérieusement. James se leva et fit un geste à Violet. « Marchez avec moi. Silver Creek n'est pas grand-chose, mais les étoiles sont jolies ce soir. » Elle aurait dû dire non. Ou elle aurait dû retourner à son chariot, maintenir la distance qu'elle avait établie. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête et à le suivre dans l'air frais de la nuit. Ils marchèrent en silence jusqu'au bord de la colonie, où la source créait un petit bassin entouré de peupliers. Le bruit de l'eau ruisselant sur les rochers était apaisant, et l'odeur du désert après la tombée de la nuit, sable, armoise et quelque chose d'indéfinissablement sauvage emplissait l'air. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement James, sa voix douce dans l'obscurité. Violet se tendit. « Ah, vous pouvez demander, je ne répondrai peut-être pas. » C'est juste, il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Quand vous me regardez, est-ce que vous voyez quelqu'un de dangereux ?» La question la surprit. « Non, dit-elle honnêtement. Pourquoi penseriez-vous ça? Parce que vous sursautez parfois quand les hommes s'approchent de trop. Parce que vous vous tenez à l'écart. Parce que vous portez un pistolet caché dans votre sac. Oui, je l'ai remarqué quand vous achetiez des munitions tout à l'heure, et la façon dont vous le manipulez suggère que vous savez vous en servir. Quelque chose vous est arrivé. Quelque chose qui vous a fait peur. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas ça. Je ne suis pas celui qui vous a blessé. » Violette sentit sa gorge se nouer, les larmes menaçant de nouveau. « Je sais que vous ne l'êtes pas, » murmura-t-elle. « Mais savoir et ressentir sont deux choses différentes. » « C'est vrai, » acquiesça James. « Et je ne vous demande pas de ressentir quoi que ce soit que vous n'êtes pas prête à ressentir. Je voulais juste que vous sachiez vraiment que je vous vois, Vaïdaos, je vous vois essayer de disparaître. Et je comprends pourquoi vous pourriez le vouloir, mais je vois aussi la personne sous toute cette douleur. La femme forte qui a conduit un chariot de ravitaillement seule à travers le désert de l'Arizona, qui tient bon même quand elle a peur. Ou c'est cette personne que je veux connaître, si vous me le permettez. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle, un nœud serré de peur, de honte et de solitude. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, toute l'histoire jaillit. Ses fiançailles, la violence de son fiancé, la trahison de sa famille, sa fuite désespérée vers l'ouest. Elle lui parla des nuits passées dans des pensions miteuses, des hommes qui lui avaient fait des propositions, pensant qu'elle était sans protection.
Elle lui parla de la peur constante d'être retrouvée et ramenée de force au Missouri. Elle lui expliqua pourquoi elle avait choisi le chariot de ravitaillement. Pour le mouvement constant, l'absence de permanence, l'impossibilité de construire quoi que ce soit qui pourrait être détruit. James écouta sans l'interrompre, son expression grave à la lumière des étoiles. Quand elle se tut enfin, épuisée par sa confession, il resta silencieux un long moment. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Je suis désolé que votre famille ne vous ait pas protégé. Je suis désolé que vous ayez dû porter ça seul. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Mais je veux que vous sachiez quelque chose, Violet Bennett. Vous n'êtes pas abîmée. Vous n'êtes pas brisée. Vous êtes une survivante. Et il n'y a aucune honte à cela. Ce qui vous a été fait n'était pas de votre faute. Et choisir de vous protéger en partant n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus courageuse que vous auriez pu faire. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Ni sa mère, ni ses amis, ni les quelques personnes à qui elle s'était confiée pendant son voyage vers l'Ouest. L'entendre maintenant de cet homme qui la connaissait à peine ressemblait à une absolution, à une permission d'arrêter de se blâmer pour ce qui s'était passé. « Merci, réussit-elle à dire, la voix épaisse d'émotion. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. » Oui, tu continues, James. « Je vous vois et je reste, pas parce que je veux quelque chose de vous ou parce que je pense que vous avez besoin d'être sauvé, mais parce que j'aimerais mieux vous connaître si vous me le permettez. Et je le ferai au rythme qui vous semblera juste, sans pression, sans attendre, juste en étant présent, en étant là. » Violet le regarda, ce cow-boy aux yeux bienveillants et au cœur patient, et sentit quelque chose changer en elle. La peur ne disparut pas. Bon, elle soupçonnait qu'il faudrait longtemps avant qu'elle cesse de sursauter au mouvement brusque ou de se sentir anxieuse près des étrangers. Mais sous la peur, quelque chose de nouveau grandissait. L'espoir. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. J'aimerais mieux vous connaître aussi. » James sourit, et à ce moment-là, Violet se sentit vraiment vue pour la première fois depuis des mois. Pas jugée, pas plainte, pas rejetée, juste vue telle qu'elle était, avec toutes ses cicatrices et sa force. Ils retournèrent finalement à la colonie, marchant lentement dans l'obscurité. James l'escorta jusqu'à son chariot, lui souhaitant bonne nuit d'un signe de chapeau et la promesse d'apporter du café le matin. Violet se glissa dans son sac de couchage, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis son départ du Missouri. C'était comme si une partie du poids qu'elle portait avait été partagée, et donc rendue plus facile à supporter. Le convoi de ravitaillement resta à Silver Creek pendant les 2 jours promis. Pendant ce temps, Violet se retrouva à passer plus de temps avec James, attiré par sa présence stable et sa compagnie facile. Il parlait de choses simples, le paysage, le temps, les bizarreries des différents conducteurs de chariots, mais il parlait aussi de sujets plus profonds. Leurs espoirs pour l'avenir, leurs regrets sur le passé, leur compréhension de la terre rude mais belle qu'ils traversaient. Où James lui parla de sa famille au Texas, des parents et des frères et sœurs qu'il n'avait pas vus depuis des années. Il parla de son désir de posséder un jour des terres, de construire quelque chose de permanent et de significatif. Il parla de son temps en tant qu'éclaireur, de la satisfaction d'aider les voyageurs à naviguer en toute sécurité à travers des territoires dangereux. Violet se retrouva à partager ses propres rêves, des choses qu'elle avait enfouies profondément parce qu'elles semblaient impossibles. Elle parla de son désir de gérer une entreprise, peut-être une pension ou un petit magasin dans l'une des villes en pleine croissance. Elle parla de son amour pour la lecture, de son désir de faire à nouveau partie d'une communauté, mais à ses propres conditions, pas comme la propriété ou le fardeau de quelqu'un. « Vous pourriez le faire, » dit James sérieusement quand elle mentionna l'idée d'entreprise. « Vous êtes organisé et capable. Je vous ai observé gérer ce chariot de ravitaillement. Vous entretenez votre équipement, votre attelage est en bonne santé. Vos provisions sont inventoriées. Ce sont les compétences dont vous avez besoin pour gérer n'importe quelle opération. » Sa confiance en ses capacités était nouvelle et merveilleuse. « Personne ne m'a jamais dit que je pouvais faire quelque chose comme ça, » admet Violet. « Mon père a toujours dit que les femmes étaient faites pour être des épouses et des mères, pas pour les affaires. » « Votre père avait tort, » dit James sans détour. « J'ai connu beaucoup de femmes qui gèrent des entreprises prospères ici. L'Ouest n'est pas comme l'Est.
Les gens se soucient plus de savoir si vous pouvez faire le travail que de votre sexe. L'idée s'implanta dans l'esprit de Violette, prenant racine et commençant à grandir. Peut-être qu'elle n'avait pas à continuer à fuir pour toujours. Peut-être qu'elle pourrait trouver un endroit où s'arrêter pour construire quelque chose de réel. Le soir avant le départ du convoi, James retrouva Violet près de la source. Elle en était venue à aimer cet endroit, le bruit de l'eau et l'abri des peupliers procurant un sentiment de paix. « J'ai réfléchi », dit James sans préambule. Le convoi de ravitaillement se dirige vers le nord, vers les camps miniers. Mais mon contrat d'éclaireur avec Patterson se termine ici. Je dois décider où aller ensuite. Violet sentit son cœur se serrer. Bien sûr, il ne resterait pas avec le convoi. Il avait sa propre vie, ses propres plans. Elle n'avait aucun droit sur lui, aucun droit de s'attendre à ce qu'il reste à proximité. « Où irez-vous » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix neutre. « Ça dépend, » dit James, ses yeux bleus scrutant son visage. « J'ai pensé à ce que j'ai dit avant, sur le fait de construire quelque chose de permanent. Il y a une ville à environ 60 miles au nord-ouest d'ici, appelée Copper Ridge. Elle se développe grâce aux mines voisines, et la dernière fois que j'en ai entendu parler, ils avaient besoin de gens prêts à travailler dur et à investir dans la communauté. » Il fit une pause. « Je pensais y aller, peut-être trouver du travail dans l'un des ranchs ou m'installer comme guide pour les opérations minières. Mais je ne veux pas y aller si cela signifie vous quitter. » Violet le fixa, osant à peine croire ce qu'elle entendait. « Vous changeriez vos plans pour moi? » « Pas changer, » corrigea doucement James. « Choisir. Je peux être éclaireur n'importe où, mais je ne connais qu'une seule femme qui a capturé mon attention si complètement que je ne peux pas imaginer m'éloigner d'elle. » Il se rapprocha, sa voix baissant. « Ces derniers jours, pour apprendre à vous connaître, ont été les meilleurs jours que j'ai eus depuis des années. Vous êtes intelligente, forte et belle. Et quand vous souriez, ce que vous faites plus souvent maintenant, c'est comme regarder le soleil se lever. Je ne vous demande ni promesse ni engagement. Je sais que vous avez besoin de temps pour guérir. Mais j'aimerais vous faire la cour comme il se doit, Violet Bennett. Et j'aimerais le faire dans un endroit où nous pourrions tous les deux construire de nouvelles vies si les choses fonctionnent entre nous. » L'esprit de Violet s'emballa. Copper Ridge, une ville en pleine croissance qui avait besoin de gens capables. Il lui restait encore un peu d'argent, assez peut-être pour s'assurer une chambre et une pension pendant qu'elle réfléchirait à la suite. Et James serait là, sans la surveiller, sans rien exiger, juste présent et prêt à prendre les choses lentement. « J'ai peur, » admit-elle. « Et si je ne peux pas être ce que vous voulez? Et si je suis trop abîmé pour faire à nouveau entièrement confiance à quelqu'un? » James tendit lentement la main, télégraphiant son mouvement, et prit doucement la sienne. Sa paume était chaude et calleuse contre la sienne. « Alors nous trouverons une solution ensemble. Je ne suis pas parfait non plus, Violet. J'ai mes propres cicatrices, mes propres peurs. Mais je pense que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement à guérir. Et si ça ne marche pas, hein, si vous décidez que vous voulez quelque chose de différent, je respecterai ça. Je veux juste avoir la chance d'essayer. » Violet baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur son visage, si ouvert et honnête dans le crépuscule. Chaque instinct lui criait de se protéger, de refuser, de continuer à fuir. Mais sous la peur se trouvait cette graine d'espoir grandissante, bon nourrie par la patience et la gentillesse de James. « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Allons à Copper Ridge ensemble. » Le sourire qui illumina le visage de James était incandescent. Il serra doucement sa main, puis la relâcha, respectant ses limites même dans sa joie. « Nous partirons demain matin si cela vous convient. C'est environ 3 jours de voyage, mais la route est sûre et bien balisée. » Cette nuit-là, Violet dit à Patterson qu'elle quittait le convoi. Le chef de convoi était désolé de perdre une bonne conductrice, mais compréhensif quand elle expliqua qu'elle avait décidé de s'installer à Copper Ridge. Il lui paya le salaire qui lui était dû et lui souhaita bonne chance. Les autres conducteurs lui firent leurs adieux le lendemain matin. Plusieurs d'entre eux exprimèrent leur surprise que la femme silencieuse du chariot six s'en aille. Carson, dont James avait aidé à récupérer le cheval, lui glissa un petit sac de pièces dans la main. « Pour avoir aidé à nous garder tous en sécurité sur la piste, » dit-il d'une voix bourrue. « Vous étiez stable, vous ne vous êtes jamais plainte. Ça vaut quelque chose. » Violet fut touchée par le geste et la reconnaissance. Elle s'était crue invisible,
Mais apparemment, les gens avaient remarqué sa compétence et sa fiabilité. C'était un bon sentiment d'être apprécié pour son travail plutôt que pour son apparence ou ses relations. James avait trouvé une jument douce pour Violet, ainsi qu'une mule de bar pour transporter ses affaires. Alors qu'il s'éloignait de Silver Creek, Violet regarda une dernière fois les chariots de ravitaillement se préparant à continuer vers le nord. Puis elle tourna son visage vers Copper Ridge et l'avenir qui l'y attendait. Le voyage dura 4 jours au lieu de 3, car il voyageait à un rythme tranquille. James était attentif au confort de Violette et à l'état des animaux. Il campait sous les étoiles chaque nuit, regardant des sacs de couchage séparés, mais s'asseyant ensemble près du feu, parlant jusqu'à ce que l'épuisement les gagne. James tint sa promesse, ne demandant jamais plus que ce que Violet était prête à donner. Il la traitait avec respect et considération, l'aidant avec les tâches du camp sans la faire se sentir incapable, partageant sa connaissance de la terre sans être condescendant. Violet se détendit en sa présence, et la vigilance constante qu'elle avait maintenue pendant des mois commençant à s'apaiser. Le troisième soir, alors qu'ils étaient assis à regarder le feu se consumer, James lui raconta la première fois qu'il avait tué un homme. C'était lors d'un convoi de bétail, une dispute avec des voleurs qui avaient mal tourné. Sa voix était lourde d'une vieille douleur alors qu'il décrivait le moment, le poids d'ôter une vie même en légitime défense. « Je vous dis ça, dit-il doucement, parce que je veux que vous sachiez que je ne suis pas non plus épargné par la violence. J'ai fait des choses qui me hantent, mais je choisis chaque jour de ne pas laisser ces choses me définir. Je choisis d'être meilleur que mes pires moments. » Violet comprit ce qu'il offrait, un aperçu de ses propres vulnérabilités, une démonstration que la force et la douceur pouvaient coexister, qu'être un homme n'exigeait ni violence ni domination. « Merci de me l'avoir dit, dit-elle. J'aide de savoir que vous comprenez les choses compliquées. » Ils atteignirent Copper Ridge par un après-midi ensoleillé, lorsque le soleil transformait les collines riches en cuivre entourant la ville en une flamme vivante. La colonie était plus grande que Silver Creek, avec une véritable rue principale bordée de commerce. Il y avait un magasin général, un hôtel, une banque, un restaurant, une boutique de robes, un barbier et plusieurs saloons. Au-delà de la rue principale, des maisons s'étendaient en rangées approximatives, certaines nouvellement construites et d'autres clairement établies depuis des années. Au loin, des exploitations minières marquaient les flancs des collines, et Violette pouvait voir les minuscules silhouettes des hommes travaillant sur les concessions. James les conduisit à l'hôtel, une structure de 2 étages avec un porche couvert et des fenêtres en verre pour un luxe. Après des semaines dans le désert, la propriétaire, une femme joyeuse nommée Madame Henshaw, avait des chambres disponibles et fut heureuse d'en louer une à Violet à la semaine. « Vous prévoyez de rester à Copper Ridge, ma chère? » demanda Madame Henshaw, en montrant à Violet une petite chambre propre au 2e étage. « J'y songe, dit prudemment Violet. Je cherche des opportunités pour démarrer une entreprise. » Les yeux de Madame Henshaw s'illuminèrent. « Eh bien, vous êtes au bon endroit. Cette ville grandit plus vite que tout ce que j'ai jamais vu. Le mois dernier, nous avons eu une église et une école. Des familles s'installent, plus seulement des mineurs. À quel genre d'entreprise pensiez-vous? » « Peut-être une pension ou un restaurant, » dit Violet, les idées se formant au fur et à mesure qu'elle parlait. « Quelque chose qui sert la communauté. » « Bien pensé, approuva Madame Henshaw. Nous avons toujours besoin de plus d'endroits où les gens peuvent séjourner et manger. Tenez, il y a une propriété à 2 rues d'ici qui vient de se libérer. Le propriétaire précédent est décédé le mois dernier. Cause naturelle, juste la vieillesse, et son fils dans l'Est cherche à vendre. Le bâtiment est solide, il pourrait être converti en presque n'importe quoi. Je peux vous présenter au banquier qui s'occupe de la succession si vous êtes intéressé. Violette sentit un frémissement d'excitation mêlé d'appréhension. Les choses allaient vite, mais peut-être que c'était une bonne chose. Peut-être que trop réfléchir ne ferait que donner à sa peur le temps de refaire surface. Oui, j'aimerais beaucoup. Au cours des jours suivants, Violet explora Copper Ridge avec un intérêt croissant. La ville avait une énergie, un sentiment de possibilité qui correspondait à ses propres espoirs timides. Elle rencontra le banquier, M. Preston, qui lui montra la propriété que Mme Henshaw avait mentionnée. C'était un grand bâtiment, précédemment utilisé comme pension, et avec 8 chambres à l'étage et un grand espace commun
et une cuisine au rez-de-chaussée. La structure était saine et le prix, bien que substantiel, n'était pas impossible. Je devrais voir les chiffres exacts, dit Varley à M. Preston, mais je suis très intéressé. Pendant ce temps, James avait trouvé du travail chez un éleveur nommé Thompson, qui possédait des terres en dehors de la ville et avait besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer son exploitation bovine en expansion. Le salaire était bon et Thompson offrait une petite cabane sur la propriété où James pouvait vivre. Mais James passait ses soirées en ville, rejoignant souvent Violette pour dîner au restaurant et se promenant avec elle pendant qu'elle explorait sa nouvelle maison potentielle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de l'hôtel à regarder le coucher du soleil, Violette se tourna vers James avec une détermination soudaine. « Je vais acheter la propriété », annonça-t-elle. « J'ai assez d'économies pour un acompte, et M. Preston dit que la banque accordera un crédit pour le reste sur la base de mon plan d'affaires. C'est effrayant et probablement insensé, mais je veux le faire. » James sourit, sa fierté évidente. « Je pense que c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. Vous en ferez un succès, Violette. Je sais que vous y arriverez. Je pensais, continua Violette, le cœur battant, que je pourrais l'appeler la Maison Bennett, l'établir sous mon propre nom, la rendre entièrement mienne. J'adore, dit chaleureusement James. La Maison Bennett, ça sonne bien. Au cours des semaines suivantes, Violet se jeta à corps perdu dans la transformation de la propriété. Elle nettoya et répara, acheta des meubles et des fournitures, engagea une cuisinière et une femme de ménage. James aidait dès qu'il le pouvait, passant ses jours de congé à travailler sur les réparations et les améliorations. Sa présence était réconfortante, mais jamais envahissante. Il comprenait quand elle avait besoin d'espace pour travailler seule, et il n'assumait jamais une position d'autorité sur ses décisions commerciales. Alors que l'été se transformait en automne, la maison Bennett ouvrit ses portes. La combinaison de prix juste, d'hébergement confortable et d'excellents repas de Violette, sa cuisinière, une veuve nommée Madame Garcia, était un génie en cuisine. Établit rapidement la pension comme un favori à Copper Ridge. Elle hébergeait des mineurs et leurs familles, des marchands ambulants et des travailleurs des ranchs environnants. L'entreprise prospéra et Violet se retrouva respectée dans la communauté en tant que femme d'affaires compétente. Sa relation avec James s'approfondit également, bien qu'à un rythme qui semblait sûr. Ils partageaient des repas ensemble plusieurs fois par semaine. Il l'emmenait à cheval le week-end et lui montrant la belle campagne entourant Copper Ridge. Ils allaient à l'église ensemble, et lorsqu'un bal fut organisé pour célébrer le 3e anniversaire de la ville, James demanda la permission d'être son cavalier. Le bal eut lieu dans le plus grand saloon, les meubles poussés sur le côté pour créer un espace pour danser. Violet portait une nouvelle robe qu'elle avait achetée à la boutique de robes, un joli calicot bleu qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Quand James arriva pour la chercher, l'expression sur son visage la fit rougir. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement, lui offrant son bras. La soirée était magique. Violette n'avait pas dansé depuis plus d'1 an, pas depuis que tout s'était effondré au Missouri. Au début, elle était nerveuse à l'idée d'être tenue, même dans l'étreinte formelle d'une danse. Mais James était patient, sa prise douce et respectueuse, et progressivement, elle se détendit dans le mouvement et la musique. « Vous êtes un bon danseur, lui dit-elle alors qu'ils traversaient la piste. « Je suis passable, répondit James avec un sourire modeste. C'est vous qui avez une grâce naturelle. J'essaie juste de ne pas vous marcher sur les pieds. » Au fur et à mesure que la soirée avançait et que les danses devenaient plus animées, Violet se mit à rire librement, ce qu'elle n'avait pas fait depuis si longtemps. Et regarder James tenter une gigue compliquée et finir presque emmêlé avec 2 autres couples était hilarant. Et quand il s'inclina théâtralement pour s'excuser auprès de ses partenaires de danse, elle ne put contenir son hilarité. Plus tard, alors que la soirée se calmait et que les couples sortaient pour profiter de l'air frais de la nuit, James et Violet se retrouvèrent seuls en marge du rassemblement. La musique était plus douce maintenant, plus lente, et James tendit la main. « Une dernière danse » demanda-t-il. Violet se glissa dans ses bras et ils se déplacèrent ensemble sous les étoiles. La musique était lointaine, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils se balançaient doucement, pris dans leur propre monde. Et Violet réalisa qu'elle se sentait en sécurité, vraiment, profondément en sécurité pour la première fois depuis plus d'1 an. «
Je suis en train de tomber amoureux de vous, dit doucement James, son souffle chaud contre ses cheveux. Je tombe amoureux depuis le premier moment où je vous ai vu sur ce chariot de ravitaillement, l'air de porter le poids du monde. Je sais qu'il est peut-être trop tôt pour le dire et je ne demande rien en retour. Je voulais juste que vous le sachiez. Violet se recula légèrement pour le regarder. Ses yeux bleus étaient sérieux, vulnérables d'une manière qui lui fit mal au cœur. Elle pensa à sa patience, à la façon dont il avait prouvé encore et encore que ses paroles correspondaient à ses actes, qu'il était exactement celui qu'il prétendait être. « Je suis en train de tomber amoureuse de vous aussi, murmura-t-elle. Ça me terrifie, mais c'est vrai. » James lui prit doucement le visage entre ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. « Puis-je vous embrasser? » Elle hocha la tête. Et quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce fut doux, tendre et plein de promesses. Betty Violet sentit des larmes couler sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, de joie et de la prise de conscience écrasante qu'elle avait trouvé quelque chose de précieux. Un homme qui voyait sa force, respectait son indépendance et l'aimait non pas malgré ses cicatrices, mais en les incluant comme faisant partie de la personne qu'elle était. Quand ils se séparèrent enfin, James essuya doucement ses larmes. « Je reste, dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés des mois plus tôt. Aussi longtemps que vous voudrez de moi, je reste. Bien, répondit Violette, sa voix stable et sûre, parce que j'en ai fini de disparaître. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Violette. Sa relation avec James continua de s'approfondir, bâtie sur une base de respect mutuel et d'affection sincère. Il la demanda en mariage un soir de novembre, alors qu'il se promenait le long du ruisseau qui traversait Copper Ridge. Il s'agenouilla dans l'herbe sèche et lui offrit une simple alliance en or. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps selon certains critères, dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Mais je connais mon cœur, Violet. Je sais que je veux construire une vie avec vous. Je veux me réveiller chaque matin et voir votre visage. Je veux soutenir vos rêves et que vous souteniez les miens. Je veux être votre partenaire en toutes choses. Voulez-vous m'épouser? » Violet regarda cet homme qui avait attendu si patiemment, qui avait prouvé sa fiabilité maintes et maintes fois, qui n'avait jamais essayé de la contrôler ou de la diminuer. « Oui, dit-elle en le relevant. Oui, je veux vous épouser, James Dalton. » Ils se marièrent en décembre dans la petite église, avec la moitié de la ville présente. Madame Henshaw pleura pendant toute la cérémonie. Madame Garcia prépara un festin pour la réception dont on parla pendant des semaines. Violet portait une robe de soie ivoire, simple mais élégante. James portait son plus beau costume, ses cheveux sombres fraîchement coupés et ses yeux bleus brillants de bonheur. Alors qu'ils se tenaient devant le pasteur pour échanger leurs vœux, Violet repensa au voyage qui l'avait amené ici. Elle avait quitté le Missouri brisé et effrayé, déterminée à disparaître dans le vaste paysage de l'Ouest. Mais elle avait trouvé à la place un lieu d'appartenance, un travail qui l'épanouissait et un homme qui l'aimait complètement. La nuit de noces fut douce et sans hâte. James fut patient avec les peurs restantes de Violette, prenant le temps de la rassurer par le toucher et les mots jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise et en sécurité. Quand ils s'unirent enfin, ce fut un acte d'amour et de confiance qui les laissa tous deux secoués et émerveillés. Raclement de gorge. « Je t'aime, » murmura James contre ses cheveux, alors qu'ils étaient enlacés par la suite. « Je t'aimerai chaque jour pour le reste de ma vie. »« Et je t'aime, » répondit Violet, le cœur débordant. « Merci de m'avoir vu quand je voulais disparaître. Merci d'être resté. » Ils s'installèrent dans la vie conjugale avec une facilité surprenante. Violet continua de diriger la maison Bennett, sa réputation de femme d'affaires compétente grandissant dans tout le territoire. James gérait le ranch de Thompson avec habileté, devenant finalement un partenaire dans l'opération à mesure que l'entreprise se développait. Ils achetèrent une petite maison à la périphérie de Copper Ridge, à mi-chemin entre la ville et le ranch, une maison confortable qu'ils remplirent d'amour et de rire. Au printemps de 1883, Violet découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit de joie teintée d'appréhension, mais l'excitation de James était si sincère que ses craintes s'apaisèrent progressivement. Il fut attentif tout au long de sa grossesse, l'aidant à la pension quand elle était trop fatiguée, lui massant les pieds endoloris le soir,
lui lisant à haute voix les journaux et les livres qui arrivaient régulièrement de San Francisco. Leur fils, naquit en novembre, a un bébé en bonne santé avec les cheveux sombres de son père et la détermination de sa mère. Ils le nommèrent William, et il devint le centre de leur monde. Violet engagea de l'aide supplémentaire à la maison Bennett pour pouvoir passer plus de temps avec William dans ses premiers mois, et James ajusta son horaire de travail pour être à la maison tous les soirs. Regarder James avec leur fils remplissait Violet d'une émotion qu'elle pouvait à peine nommer. Il était si doux, si patient, et berçant William pendant des heures quand il était agité, changeant les couches sans se plaindre, chantant des berceuses fausses qui faisaient rire Violette. C'était le genre de père qu'elle avait toujours espéré que ses enfants auraient. Présent, engagé, aimant. Alors que William passait de nourrisson à bambin, leur vie prit un rythme confortable. La maison Bennett continua de prospérer. Copper Ridge s'agrandit, devenant une véritable ville avec des rues pavées, des lampadaires à garder un service régulier de diligence. James et Thompson étendirent leur exploitation bovine, devenant l'un des ranchs les plus prospères du territoire. Violet rejoignit le conseil municipal, plaidant pour de meilleures écoles et un soutien aux familles. Elle et James devinrent des piliers de la communauté, respectés et aimés. En 1885, leur fille Emma naquit. Ou une petite chose aux cheveux auburn et aux yeux bleus qui avait son père enroulé autour de son petit doigt dès le premier instant. William, maintenant âgé de 2 ans, était fasciné par sa petite sœur, voulant constamment aider à s'occuper d'elle. En regardant ses enfants jouer ensemble, Violette devait parfois se pincer pour croire que c'était sa vie, si différente du cauchemar qu'elle avait fui. Un soir, à la fin de 1886, alors qu'ils étaient assis sur leur porche à regarder le coucher du soleil pendant que les enfants jouaient dans le jardin, Violette se tourna vers James avec des larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il immédiatement, inquiet. « Rien ne va pas, » l'assura Violet en lui prenant de la main. Je pensais juste à quel point tout aurait pu être différent. Si je n'avais pas pris ce travail avec le convoi, si tu n'avais pas été éclaireur pour ce convoi, ou si tu ne m'avais pas vu essayer de disparaître et décider de rester quand même. James serra doucement sa main. Mais toutes ces choses se sont produites. Tu as été assez courageuse pour te sauver, et j'ai eu la chance de te trouver. C'est ce qui compte. Je sais, dit Violet en s'essuyant les yeux. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que je passerais ma vie seule, effrayée. Mais tu as changé ça. Tu m'as montré que je pouvais faire confiance à nouveau, aimer à nouveau, construire quelque chose de réel et de durable. Nous l'avons changé ensemble, corrigea James. Tu as fait la partie la plus difficile, Violet. Tu as choisi d'arrêter de fuir, de prendre le risque de construire une nouvelle vie. J'ai juste eu la chance de faire partie de ce voyage. Ils restèrent assis en silence, regardant William poursuivre Emma dans le jardin, ses cris de joie remplissant l'air. Le ciel de l'Arizona passa de l'orange au violet puis au bleu profond, les étoiles commençant à apparaître dans la vaste obscurité. « Tu le regrettes parfois ?» demanda soudain Violet, « d'avoir abandonné la vie d'errance pour t'installer ici ?» James la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. « Jamais. Pas une seule seconde. Cette vie avec toi et nos enfants est plus que ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. J'étais perdu avant de te rencontrer, Violet. Tu m'as donné un but, une direction, une raison de devenir la meilleure version de moi-même. » Violet posa sa tête sur son épaule, sentant sa chaleur solide, le battement régulier de son cœur. « Je t'aime, dit-elle simplement. « Et je t'aime, répondit James. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. » Les années continuèrent de passer dans un tourbillon de bonheur et de croissance. William devint un garçon sérieux et réfléchi qui aimait les livres et l'apprentissage. Emma était sauvage et aventureuse, se mettant constamment dans des situations délicates qui rappelaient à Violette sa propre jeunesse avant que le monde ne lui apprenne à être prudente. En 1888, ils accueillirent un autre fils, Thomas, qui semblait combiner les meilleures qualités de ses deux aînés. La maison Bennett s'agrandit, Violet achetant des propriétés adjacentes et créant un véritable complexe hôtelier qui devint célèbre dans tout le territoire pour son confort et son hospitalité. Le ranch de James et Thompson devint l'un des plus grands de l'Arizona, fournissant du bœuf aux villes et aux camps miniers de la région. Ils prospérèrent,
Mais plus important en école, ils restèrent dévoués l'un à l'autre et à la communauté qu'ils avaient aidé à construire. Violet recevait parfois des lettres du Missouri. Sa mère écrivait occasionnellement des tentatives timides de reconstruire une relation qui avait été brisée. Violet répondait poliment mais avec distance. Oh, elle avait pardonné à sa famille de ne pas l'avoir protégée, mais elle n'avait aucun désir de retourner dans ce monde. Sa vie était à Copper Ridge maintenant, avec James, leurs enfants et la communauté qu'ils aimaient. Un jour de 1890, un étranger arriva à la maison Bennett pour chercher un logement. Violet travaillait à la réception quand il entra, et quelque chose en lui la fit s'arrêter. Il était bien habillé, ses manières polies, et quand il donna son nom, elle sentit un choc la traverser. Robert Merrick, dit-il en tendant la main, je cherche une chambre pour plusieurs jours pendant que je mène des affaires à Copper Ridge. L'esprit de Violet s'emballa. Merrick avait été le nom de famille de son fiancé, mais cet homme ne ressemblait en rien à Daniel Merrick. Il était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants. « Êtes-vous du Missouri? » demanda-t-elle prudemment. L'homme parut surpris. « Eh bien, oui, de Kansas City. Ah, plus précisément. Y êtes-vous déjà allé? »« Je suis originaire du Missouri, » dit Violet, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « J'ai connu un Daniel Merrick autrefois. Un parent? » L'expression de Robert Merrick s'assombrit. « C'était mon neveu. Je dis « était » parce qu'il est mort il y a 3 ans. Il s'est fait tirer dessus dans une dispute de jeu de cartes. Pas une grande perte pour la famille, je suis désolé de le dire. Oh, Daniel a toujours été un jeune homme violent et perturbé. Mon frère l'a terriblement gâté. » Violet sentit comme si un grand poids lui avait été enlevé des épaules. Daniel était peint. Il ne pourrait jamais la trouver, jamais la blesser, jamais menacer la vie qu'elle avait construite. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment qu'une petite partie d'elle avait attendu toutes ces années, craignant que son passé ne la rattrape et ne détruise son avenir. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-elle automatiquement. « Ne le soyez pas, » dit Robert sans détour. « Comme je l'ai dit, ce n'était pas un homme bon. Mais dites-moi, comment le connaissiez-vous? » Violet réfléchit soigneusement à sa réponse. « J'ai été brièvement fiancé à lui il y a de nombreuses années. J'ai rompu et je suis venu dans l'Ouest. » La compréhension scintilla dans les yeux de Robert. Femme intelligente. Daniel avait un sale caractère et un côté cruel. Et vous avez bien fait de vous en débarrasser. Il fait une pause. J'espère que vous avez trouvé quelque chose de mieux ici. Oui, dit Violet, pensant à James et à leurs enfants, à la vie qu'ils avaient construite ensemble. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Robert Merrick resta à la maison Bennett pendant 1 semaine et avant de partir, il chercha Violet. Je veux que vous sachiez, dit-il, que si Daniel vous a jamais blessé ou vous a fait sentir que vous deviez fuir votre maison, je suis désolé. Ma famille n'a pas réussi à gérer son comportement correctement. Vous méritiez mieux. Merci, dit Violet, touchée par les excuses. Mais je n'ai aucun regret. Venir dans l'Ouest a été la meilleure décision de ma vie. Cette nuit-là, elle raconta la rencontre à James. Il la serra fort, comprenant sans mots l'importance de cette conclusion. « C'est vraiment fini maintenant, » dit Violet, sa voix émerveillée. « Le passé ne peut plus me toucher. » Il ne l'a jamais pu. « Oui, dit fermement James. Tu l'as laissé derrière toi le jour où tu es monté sur ce chariot. Mais je suis content que tu aies la confirmation qu'il est parti. » À l'approche de leur 10e anniversaire de mariage en décembre 1893, James prépara une surprise pour Violet. Il travailla avec Mme Garcia et Mme Henshaw pour organiser une célébration à la maison Bennett, invitant tous ceux qu'il connaissait à Copper Ridge et dans les environs. Le soir de la fête, Violet entra dans la salle à manger principale de l'hôtel pour la trouver transformée. Des bougies brillaient sur chaque surface et la pièce était bondée d'amis et de voisins, tout cela pour célébrer le couple qui était devenu si aimé dans la communauté. « Joyeux anniversaire », dit James, apparaissant à ses côtés et lui offrant son bras. 10 ans à être l'homme le plus chanceux de l'Arizona. Violet sentit des larmes de joie lui piquer les yeux. En regardant autour d'elle les visages des gens qu'elle aimait, ses 3 beaux enfants jouant avec leurs amis, l'homme qui l'avait vu quand elle voulait disparaître et qui avait choisi de rester. Elle se sentit submergée de gratitude. La fête fut merveilleuse. Nourriture, musique, danse et des toasts sincères au couple. Les gens partageaient des histoires sur James et Violet,
sur la façon dont ils avaient aidé divers membres de la communauté, et sur la différence que la maison Bennett et le ranch avaient apporté à la prospérité de Copper Ridge. Quand vint le tour de James de parler, il se leva et tira Violet avec lui. Il y a 10 ans, dit-il, sa voix portant à travers la pièce, j'ai rencontré une femme sur un chariot de ravitaillement qui essayait de disparaître. Elle avait été gravement blessée et pensait que la seule façon de rester en sécurité était de devenir invisible. Mais je l'ai regardée et j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire. Oh, de courageux, de fort et de beau de toutes les manières qui comptaient. Je lui ai dit que je la voyais et que je restais. Et elle m'a fait le plus grand cadeau de ma vie. Elle m'a laissé rester. Elle m'a confié son cœur, même si elle avait toutes les raisons de ne plus jamais faire confiance à personne. Ces 10 années avec Violet ont été les plus heureuses de ma vie. Elle est ma partenaire, ma meilleure amie, la mère de mes enfants et l'amour de ma vie. Je ne peux imaginer aucun avenir qui ne l'inclut pas. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce quand James termina de parler. Violet se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, sans se soucier que tout le monde regardait, voulant qu'il sache à quel point elle l'aimait, à quel point elle était reconnaissante pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. La célébration se poursuivit tard dans la nuit, mais finalement les gens commencèrent à rentrer chez eux. Où James et Violet se tenaient sur le porche de la maison Bennett, regardant les derniers invités partir, leurs enfants endormis à l'étage dans des chambres de l'hôtel. « Merci pour ce soir, dit doucement Violet. C'était parfait. »« Tu es parfaite, répondit James en la serrant contre lui. Et je pensais chaque mot que j'ai dit. Tu es tout pour moi, Violet. Et tu es tout pour moi, répondit-elle. Tu m'as sauvé, James. Tu m'as vu quand j'avais besoin d'être vu. Et tu es resté quand j'avais besoin que quelqu'un reste. Tu m'as montré que l'amour ne doit pas faire mal, que le partenariat signifie se soutenir mutuellement, que la confiance peut être reconstruite. Je ne serais pas qui je suis sans toi. Ils restèrent ensemble dans la fraîche nuit de décembre, enlacés, regardant la ville qu'ils avaient aidé à construire et la vie qu'ils avaient créée. Violet repensa à cette femme désespérée sur le chariot de ravitaillement, essayant si fort de disparaître, de ne devenir rien, d'échapper à la douleur de son passé. Cette femme avait été si effrayée, si brisée, mais elle avait aussi été assez forte pour continuer à avancer, pour prendre un risque quand un cow-boy aux yeux bleus lui avait offert amitié, patience et finalement amour. Les années continuèrent de s'écouler, apportant des changements et des défis, mais aussi de la joie et de la croissance. William alla à l'université à San Francisco, où il étudia le droit et retourna finalement à Copper Ridge pour ouvrir un cabinet. Emma épousa un éleveur et s'installa sur des terres adjacentes à celles de James et Thompson, perpétuant l'héritage familial. Thomas suivit son père dans l'élevage de bétail. Son affinité naturelle pour les animaux et la terre en fit d'un excellent éleveur. James et Violet vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant avec chaque année qui passait. Ils devinrent grands-parents, ou se réjouissant de l'arrivée des jumeaux de William, des 4 enfants d'Emma et du fils de Thomas. La maison Bennett resta une institution à Copper Ridge, désormais gérée par un directeur mais toujours propriété de Violet, qui passait ses journées à s'impliquer dans la communauté et à profiter de sa famille. Au printemps de 1910, alors qu'ils étaient assis sur le porche de leur maison à regarder le coucher du soleil, un rituel qu'ils avaient maintenu pendant près de 30 ans, Violet prit la main de James. « Je pensais, dit-elle, à ce jour où tu m'as parlé pour la première fois près du chariot. Tu as dit que je faisais du bon travail avec l'attelage et j'étais si déterminé à ne pas te reconnaître, à ne laisser personne me voir. Je me souviens, dit James en souriant. Tu étais piquante comme un cactus, mais j'ai vu au-delà de ça, la personne en dessous. Je suis si contente que tu l'aies fait, dit Violet. Je suis si contente que tu n'aies pas abandonné. Ah, même quand j'ai essayé de te repousser. Tu as changé ma vie, James. Tu m'as redonné espoir quand je pensais qu'il était perdu pour toujours. Tu m'as montré que je pouvais être forte et accepter de l'aide, que je pouvais être aimée sans me perdre. Chaque bonne chose dans ma vie vient du jour où tu as dit « Je te vois et je reste ». James porta sa main à ses lèvres, déposant un doux baiser sur ses jointures. Et chaque bonne chose dans ma vie vient du jour où tu as choisi d'arrêter de fuir et de nous donner une chance. Nous avons construit quelque chose de beau ensemble, Violet. Une famille, une communauté, une vie remplie d'amour. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent jamais.
Ils restèrent assis en silence, le soleil se couchant à l'horizon, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange, de rose et de violet. Au loin, ils pouvaient entendre leurs petits-enfants jouer, leur rire porté par la brise du soir. L'odeur de l'armoise flottait dans l'air, mêlée à l'odeur de la cuisine de la maison où Emma préparait le dîner pour la réunion de famille qu'il tenait chaque dimanche. Violette posa sa tête sur l'épaule de James, sentant sa force solide, inchangée malgré les années qui avaient argenté ses cheveux et ridé son visage. Il était toujours l'homme qu'il avait vu quand elle avait besoin d'être vue, qui était resté quand elle avait besoin que quelqu'un reste, qu'il avait aimé patiemment et complètement jusqu'à ce qu'elle puisse l'aimer en retour avec une dévotion égale. « Je t'aime », dit-elle simplement, des mots qui avaient été prononcés des milliers de fois au fil des ans, mais qui n'avaient jamais perdu leur sens. « Et je t'aime », répondit James. Des mots aussi vrais que le ciel du désert au-dessus d'eux, aussi durables que les montagnes entourant leur maison. « Je l'ai toujours fait, et je le ferai toujours. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, ils restèrent sur le porche enlacés, reconnaissants pour le voyage qui les avait réunis et la vie qu'ils avaient construite. Violet n'était plus la femme brisée essayant de disparaître dans la nature sauvage. Elle était Violet Dalton, épouse, mère, grand-mère bien-aimée et pilier de la communauté de Copper Ridge. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas en se cachant, mais en se permettant d'être vue, d'être connue, d'être aimée. Et tout avait commencé avec un cow-boy qui l'avait regardé et avait dit « Je te vois et je reste ». Cette promesse avait tenu pendant 30 ans et tiendrait pour toutes les années à venir, les liant à travers la joie et la peine, le triomphe et le défi, la jeunesse et la vieillesse. Leur amour était aussi vaste que le ciel de l'Arizona, aussi durable que la terre elle-même, un témoignage du pouvoir de guérison de la patience, de la confiance et d'une dévotion inébranlable. Finalement, Violet n'avait pas disparu dans le Far West. Elle s'y était trouvée, avait découvert une force qu'elle ne savait pas posséder, avait construit une vie au-delà de ses rêves les plus fous, et elle l'avait fait aux côtés d'un homme qui avait vu sa véritable nature dès le début et qui avait aimé ce qu'il voyait. Alors que la soirée s'approfondissait et qu'ils se levèrent enfin pour rejoindre leur famille pour le dîner, Violet jeta un dernier regard sur la terre qui était devenue sa maison. Le désert qui avait autrefois semblé un endroit pour se cacher était devenu la fondation de tout ce qui était bon dans sa vie. Elle était venue dans l'Ouest brisée et effrayée, cherchant seulement à survivre. Mais elle avait trouvé bien plus. L'amour, un but, une famille, une communauté et, surtout, elle-même. La maison Bennett se dressait fièrement au cœur de Copper Ridge, un symbole de ce qui pouvait être construit avec courage et détermination. Le ranch s'étendait à travers le paysage, prospérant sous la gestion de James, de Thompson et maintenant de leurs enfants. Leur maison abritait plusieurs générations, remplies de rire et d'amour. Et à travers tout cela, James et Violet restaient au centre, leur lien incassable, leur amour la pierre angulaire sur laquelle tout le reste était construit. Violet Bennett était montée sur un chariot de ravitaillement, espérant disparaître. Mais un cowboy nommé James Dalton l'avait vu et était resté. Et dans ce regard, dans cette présence, ils avaient construit une histoire d'amour plus belle que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. Un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour qui voit vraiment, attend patiemment et s'engage complètement. Leur histoire devint une partie de l'histoire de Copper Ridge, racontée et redite à travers les générations. Les jeunes couples prenaient James et Violet comme exemple de ce que l'amour pouvait être. Leurs enfants et petits-enfants perpétuèrent les valeurs qu'ils avaient incarnées, la gentillesse, la patience, le respect et un engagement inébranlable. La maison Bennett resta ouverte pendant plus de 50 ans, offrant confort et hospitalité à des milliers de voyageurs. Le ranch continua de prospérer, devenant l'une des exploitations les plus réussies de l'Arizona. Mais plus que tout succès matériel, le véritable héritage de James et Violet fut l'amour qu'ils avaient construit et entretenu, l'exemple qu'ils avaient donné et la famille qu'ils avaient élevée. Ils prouvèrent que le passé n'avait pas à définir l'avenir, que les blessures pouvaient guérir avec le temps et la patience, que la confiance pouvait être reconstruite et que l'amour, le véritable amour profond et durable, pouvait surmonter même les cicatrices les plus profondes. Et alors qu'ils entraient dans leurs dernières années, ralentissant mais ne perdant jamais leur dévotion l'un envers l'autre et leur communauté,
James et Violet restèrent inséparables. Ils étaient des figures incontournables aux services religieux, aux célébrations de la ville, aux réunions de famille. Tout le monde connaissait leur histoire, ou une version de celle-ci, et tout le monde était inspiré par l'amour évident qui rayonnait encore entre eux après plus de 4 décennies de mariage. En 1923, alors qu'ils célébraient leur 40e anniversaire de mariage, entourés d'enfants, de petits-enfants et même de quelques arrière-petits-enfants, James se leva pour porter un autre toast. Ses cheveux étaient blancs maintenant, ses mouvements plus lents, mais ses yeux bleus pétillaient toujours quand il regardait sa femme. Il y a 40 ans, dit-il, sa voix toujours forte malgré son âge. J'ai fait une promesse à Violette. Oh, je lui ai dit que je la voyais et que je restais. C'était la promesse la plus facile que j'ai jamais faite, car dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était extraordinaire. Ces 40 années n'ont fait que confirmer ce que je savais alors. Elle est la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus aimante que j'ai jamais connue, et je suis reconnaissant pour chaque jour que j'ai pu passer en tant que son mari. Violet se tenait à ses côtés, des larmes coulant sur son visage, et ajouta ses propres mots. James Dalton a sauvé ma vie de toutes les manières qui comptent. Il m'a vu quand j'essayais d'être invisible. Il m'a aimé quand je pensais être indigne d'amour. Il a attendu patiemment que j'apprenne à faire confiance à nouveau. Il a construit avec moi une vie qui a dépassé mes rêves les plus fous. J'étais perdu quand nous nous sommes rencontrés et il m'a aidé à me retrouver. C'est le plus grand cadeau que l'on m'ait jamais fait. Leur famille éclata en applaudissements et en acclamations, la célébration se poursuivant tard dans la nuit. Mais finalement, comme toujours, James et Violet se retrouvèrent seuls sur leur porche à regarder les étoiles, se tenant la main exactement comme ils l'avaient fait pendant 4 décennies. « Tu te souviens de cette première nuit à Silver Creek? » demanda doucement Violet. « Quand tu m'as apporté du café et que nous avons parlé près de mon feu. »« Je me souviens de tout ce qui te concerne, » répondit James. « Chaque moment, chaque conversation, chaque sourire. Ma vie a commencé le jour où je t'ai rencontré, Violette. Et la mienne a commencé le jour où je t'ai laissé entrer, dit-elle. Le jour où j'ai arrêté d'essayer de disparaître et où j'ai commencé à essayer de vivre. Tu as rendu cela possible. Nous l'avons rendu possible ensemble, corrigea doucement James. Tu as eu le courage de prendre le risque. J'ai juste eu la chance de bénéficier de ce courage. Ils restèrent assis en silence, à l'aise en présence l'un de l'autre, comme ils l'avaient été pendant tant d'années. Les nuits du désert les entouraient, vastes et belles. Le même paysage qui avait été témoin de leur première rencontre, de leur cours, de leur mariage, de la construction de leur vie ensemble. Violet pensa à la femme effrayée qu'elle avait été, fuyant des fiançailles rompues et une famille qui l'avait abandonnée, cherchant seulement à disparaître dans la nature sauvage. Elle pensa à James, jeune et errant, cherchant un but et un sens au lendemain de la guerre et du déplacement. 2 âmes perdues qui s'étaient trouvées dans l'endroit le plus improbable, au moment le plus improbable, et qui avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Leur amour n'avait pas été sans effort, la guérison ne l'est jamais. Il y avait eu des moments difficiles, des moments où les vieilles peurs de Violet refaisaient surface, des nuits où les propres démons de James le rattrapaient. Mais ils avaient tout affronté ensemble, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles et célébrant ensemble dans les bons. C'est à cela que ressemblait le véritable amour. Pas parfait, mais persistant. Pas sans lutte, mais sans jamais abandonner. Alors que les années continuaient de passer, James et Violet resteraient dévoués l'un à l'autre jusqu'à la toute fin. James s'éteignit paisiblement et en 1925, à l'âge de 70 ans, entouré de sa famille, Violet lui tenant la main. Ses derniers mots furent pour elle. « Je te vois et je t'aime pour toujours. » Violet pleura profondément, mais trouva du réconfort auprès de leurs enfants et petits-enfants, dans la communauté qu'ils avaient construite, dans des souvenirs de 43 ans de mariage. Elle vécut encore 5 ans, active et engagée malgré son chagrin. Elle s'éteignit finalement en 1930 à l'âge de 70 ans. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière de Copper Ridge sous une pierre tombale qui disait simplement « James et Violet Dalton. Il l'a vu. Il est resté. Ils ont bâti une vie d'amour. » Leur histoire devint une légende à Copper Ridge et au-delà. Un témoignage du pouvoir de voir les gens vraiment,
de rester à travers les difficultés, bout de construire l'amour sur des fondations de confiance et de respect. La maison Bennett fonctionna pendant de nombreuses autres décennies, dirigée par leurs descendants, maintenant toujours les normes d'hospitalité et de gentillesse que Violet avait établies. Le ranch resta dans la famille, prospérant à travers plusieurs générations. Mais plus que tout héritage physique, James et Violet laissèrent derrière eux un modèle de ce que l'amour pouvait être. Patient, gentil, respectueux et durable. Ils prouvèrent que les cœurs brisés pouvaient guérir, que la confiance pouvait être reconstruite, que les gens pouvaient surmonter leur passé et construire de beaux avenirs. Ils montrèrent que voir quelqu'un vraiment et choisir de rester, même quand les choses étaient difficiles, était l'un des plus grands cadeaux qu'une personne pouvait offrir à une autre. Dans le Far West du territoire de l'Arizona, en 1882, une femme monta sur un chariot de ravitaillement, opérant disparaître. Un cow-boy la vit et décida de rester. Et de ce simple début, ils construisirent une histoire d'amour qui inspirerait des générations. Un rappel que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous permettre d'être vus, d'être connus, d'être aimés, et que le véritable amour est celui qui nous voit complètement et reste quand même.